Donc ici, ce qu'on va voir comme chapitre, c'est les êtres vivants sont divers mais apparentés. Les êtres vivants sont extrêmement divers, tant de leur point de vue de leur organisation, du nombre de leurs cellules, de la spécialisation de leurs cellules, de la taille de ces êtres vivants, de leur métabolisme. Bref, on retrouve une diversité extrême d'êtres vivants sur la Terre. Et ça nous amène à la problématique suivante. Comment peut-on classer les êtres vivants en fonction de leur ressemblance ou de leur différence? Grand 1. L'apparition de la vie. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. L'apparition de la vie sur Terre, quant à elle, est datée de manière certaine à 3,5 milliards d'années. Peut-être qu'elle est apparue avant, mais la seule trace certaine qu'on ait de l'apparition de la vie date de 3,5 milliards d'années. Au niveau de l'apparition de la vie, on a un concept biologique qui est dit LUCA. LUCA pour Last Unique Common Ancestor. C'est le surnom du dernier ancêtre commun universel de tous les êtres vivants. Comme je l'ai dit, il s'agit plutôt d'un concept biologique qu'une réalité paléontologique. On n'a pas retrouvé un fossile datant de 3,5 milliards d'années qui soit l'ancêtre de tous les êtres vivants. Mais il est de consensus biologique que tous les êtres vivants ont une origine commune. Ce qui a permis de mettre en place ce consensus sont le fait que tous les êtres vivants sont composés d'une cellule, tous les êtres vivants ont de l'information génétique et tous les êtres vivants ont un métabolisme. L'apparition de la vie complexe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est plus tardive. Il faut attendre l'explosion cambrienne qui a lieu il n'y a que 500 millions d'années. Donc pendant 3 milliards d'années, la vie était extrêmement majoritairement représentée par des êtres unicellulaires de type bactéries. Et il faut attendre 500 millions d'années pour voir apparaître des êtres vivants pluricellulaires complexes. La vie a évolué de son apparition jusqu'à aujourd'hui. Grand 2. L'évolution des espèces biologiques. L'évolution est un processus qui est en cours et qui n'est pas terminé. L'évolution a eu lieu avant nous, elle a lieu actuellement et elle aura lieu après. On distingue plusieurs moteurs de l'évolution, certains que nous avons vus cette année. Par exemple, tout ce qui concerne les réarrangements chromosomiques lors de la méiose, brassage inter- et intrachromosomique, entraînent une diversité de la descendance et donc sont un moteur de l'évolution. On a également les mutations ponctuelles. Les mutations ponctuelles peuvent entraîner des modifications des protéines codées par un gène touché par cette même mutation ponctuelle et va entraîner également de la différence et donc va être un moteur de l'évolution. La sélection naturelle également est un moteur de l'évolution. La sélection naturelle, en gros, dit que dans un groupe, si on a un caractère qui donne un avantage reproductif, ce caractère va davantage se transmettre aux générations suivantes. Et donc, au fur et à mesure du temps, on aura de plus en plus de caractères donnant un avantage évolutif au cours des générations. Après, on en a d'autres. On a tout ce qui concerne l'endosymbiose, tout ce qui concerne le transfert culturel ou le transfert horizontal de gènes, comme les bactéries par exemple, qui peuvent se transférer des gènes de bactérie à bactérie. Grand 3, la biodiversité. La biodiversité peut se trouver à plusieurs échelles, tout du moins on peut l'observer à différentes échelles. Nous allons caractériser 3 principales échelles de diversité du vivant, donc de la biodiversité. Tout d'abord, on va trouver une diversité d'écosystèmes. Un écosystème, c'est un biotope et une biocénose, c'est-à-dire un milieu donné plus toutes les espèces vivantes qui vivent dans ce milieu. On va trouver plusieurs grands écosystèmes au niveau mondial. Par exemple, les forêts humides tempérées, la toundra, la taïga, la savane, les forêts équatoriales, le désert, etc. Donc une diversité déjà d'écosystèmes. Ensuite, on va retrouver une diversité d'espèces, c'est-à-dire qu'au sein des écosystèmes, on va trouver plusieurs espèces différentes. Par exemple, chez nous, en France, au niveau des forêts humides tempérées, on peut trouver des cerfs, des sangliers, on peut trouver du chêne, du hêtre, du sapin, on peut trouver du loup, pour l'instant le loup s'est réintroduit, et on a une diversité encore plus importante au niveau des insectes, et énorme également au niveau de tout ce qui est micro-organismes et bactéries. Donc, deuxième échelle, c'est la diversité des espèces.
on a plusieurs espèces dans un écosystème donné. La troisième échelle d'observation de la biodiversité, c'est la diversité génétique au sein des espèces. Au sein des espèces, on va observer des différences génétiques, on parle de différences intraspécifiques, donc de différences génétiques entre les individus. Ces différences entre individus, elles peuvent être plus ou moins marquées, et plus ou moins importantes en fonction des espèces. Par exemple, vous pouvez observer une diversité génétique au sein de l'espèce humaine, puisque vous voyez qu'on est strictement tous différents du point de vue morphologique, et complètement différents les uns des autres d'un point de vue génétique. Même les vrais jumeaux, depuis qu'ils sont nés, ils ont subi un certain nombre de mutations différentes l'un et l'autre, puisque les mutations ponctuelles sont essentiellement dues au hasard. Et donc, des jumeaux sont presque pareils génétiquement, mais ne sont pas tout à fait pareils. On passe à la dernière sous-partie qui est grand 4, la classification des êtres vivants. Pour classer des êtres vivants et connaître leur degré de parenté, on va réaliser des comparaisons. Ces comparaisons peuvent être physiques, morphologiques, anatomiques, embryologiques, mais depuis les années 80, c'est principalement les comparaisons génétiques entre différents êtres vivants qui ont permis de faire avancer la phylogénie, c'est-à-dire la science qui permet de classer les êtres vivants. Plus des espèces sont éloignées l'une de l'autre, plus on va utiliser des molécules qui sont conservées, autrement dit, c'est des molécules qu'on va retrouver chez tous les êtres vivants et qui varient peu au cours de l'évolution. Par exemple, si on veut comparer des bactéries et des mammifères, on va utiliser des molécules, des gènes qui sont relativement bien conservés, c'est-à-dire qui bougent peu au niveau de l'évolution. Et alors, par exemple, c'est le cas des gènes qui codent les ARN ribosomaux, et c'est également le cas des gènes des histones. Les histones qui sont les petites protéines autour desquelles l'ADN s'entoure pour former les chromosomes. Pour représenter la classification des êtres vivants, on va utiliser ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Vous en avez réalisé dans l'activité que vous aviez à faire pour ces jours-ci. Plus les êtres vivants sont apparentés, plus les branches qui les relient ont des origines proches.